bienvenue sur Europe 1. En ce début de week-end, il serait bon de laisser derrière soi les tensions de la semaine, de prendre le temps de se poser, de s'aérer, de s'occuper de soi. Mais s'il y a des événements qui vous encombrent l'esprit, eh bien je suis à votre écoute au 39 21, où vous serez accueillis chaleureusement ce soir sous l'œil attentif d'Assiba, de Justin et de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez intervenir puisque nous sommes en direct comme tous les soirs, en appelant le 39 21 si vous voulez réagir à un témoignage et dialoguer avec un auditeur. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un message au 7 21 21 en le commençant par le mot nuit. Et puis restez bien à l'écoute parce que dans cette première heure, eh bien, il y a la hotte de Noël. Nous sommes au mois de décembre, alors ça fait peut-être un peu de stress en moins ce week-end à courir dans les magasins à chercher des idées cadeaux. Vous pourrez en gagner grâce à Europe 1 qui joue les Pères Noël. Restez bien à l'écoute, il va y avoir dans quelques instants la hotte de Noël. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Annie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je ne sais pas si on vous a donné un peu le sujet de mon appel. C'est toujours, vous savez, résumer brièvement en quelques lignes. Donc je vais essayer de faire le plus bref possible. Le sujet, si vous voulez, c'est... je crois que maintenant on est d'accord là-dessus. Comment l'enfant dans le ventre de sa mère peut ressentir des choses, des événements, et quelle peut être l'importance dans sa vie. Et est-ce qu'il y a un remède une fois qu'on a constaté ça? Voilà. Alors je résume un peu la situation. Je suis née en Algérie en février 43. Oui. Nous étions à Oran, mes parents, ma sœur aînée de 4 ans et moi, et ma grand-mère maternelle qui vivait avec eux. Et ma sœur, à la suite du décès de ma mère et ma tante, a découvert 4 énormes classeurs de 10 ans de lettres quasi quotidiennes de ma grand-mère à ma tante, donc et donc depuis le début, ma sœur me dit c'est fascinant, c'est intéressant. Et puis l'autre jour, il y a peu de temps, elle m'appelle, elle me dit là on est en janvier 43, donc un mois avec ma naissance. Et Nanette, ma grand-mère, est très inquiète parce qu'il y a des bombardements, des alertes, et qu'il faut descendre à l'abri. Et maman a peur, elle pleure et elle a des contractions. Alors déjà, première question, pour moi l'arrivée des débarquement des Américains en Algérie, c'est la fête. Ils distribuaient des chewing-gums, ils ont apporté un antibiotique, pas la pénicilline, mais autre chose qui a sauvé la vie de ma grand-mère qui était atteinte de poliomyélite. Mmh. Et donc, ma grand-mère écrit à sa deuxième fille qu'elle est très inquiète parce que, voilà, à chaque alerte, à chaque bombardement, ma mère est prise de panique, elle a des contractions. Et puis il y a 2 jours, elle m'appelle, elle me dit ça y est, tu es née, voilà. Et je dis oui, les bombardements. Elle dit bah oui, les bombardements, ça continue pendant. Vous êtes née prématurément? Non. Je suis née en février. Non, 40. D'accord, oui, mais est-ce que c'était une naissance prématurée ou pas? À terme. Vous êtes née à terme malgré tout. Oui. Mais pendant je ne sais combien de mois avant ma naissance, pendant ma naissance et après ma naissance, il y a eu des bombardements, des alertes, etc. Voilà. Et la question que je me pose et à 68 ans et qui me paraît intéressante, c'est est-ce que tout ça ne peut pas expliquer l'hyperfragilité, l'hypersensibilité, l'angoisse, le mal de vivre
et une peur maladive du noir, même à mon âge, au point que je dors avec la radio, des lampes allumées, etc. Voilà. Quelle peut être actuellement, est-ce qu'on peut dire que ça pourrait expliquer ma vie, quoi. C'est difficile de vous répondre comme ça de façon catégorique. Moi, je suis toujours prudente dans les liens immédiats de cause à effet, parce qu'il y a toujours plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Et si vous voulez, dans les bien sûr que la connaissance du psychisme des enfants et notamment des répercussions de l'état émotionnel de la mère sur le fœtus a eu un impact, et parfois d'ailleurs un impact négatif parce qu'assez culpabilisant pour les mères. Je pense même aux mères aujourd'hui, parce que si les mères sont mal pendant une grossesse, c'est difficile de leur dire bah oui, si vous êtes mal, vous voyez, vous allez le transmettre à votre bébé. Ça va pas arranger leur situation, parce que dans les faits, si elles sont mal, il faut les aider et pas les culpabiliser davantage en disant votre mal-être, vous êtes en train de le transmettre à votre bébé. Oui. Bon, donc déjà tout dépend le stade de la grossesse. Là, vous décrivez une période évidemment très très particulière, puisque c'est la guerre, c'est les bombardements. C'était en fin de grossesse, et évidemment il y avait un stress, il y avait quelque chose d'un traumatisme aigu. Mais à cela a pu venir se surajouter d'autres événements aussi. Au cours de votre vie. Oui, bien sûr. Mais ça fait, disons, une vingtaine d'années que je vois des psys, et j'en suis. La conclusion, c'est il s'est passé quelque chose dans la petite enfance, et que je voyais vraiment pas. Et là, quand j'ai appris ça, je me suis dit peut-être que c'est la réponse. Oui. Vous l'avez appris il y a peu de temps finalement. Mais pourtant vous saviez que c'était au moment, vous aviez connaissance que votre mère avait accouché au moment de ces événements-là. Non, vous n'aviez pas connaissance. J'ai zappé tout ça. Non. Je savais même pas qu'il y avait eu des bombardements. Je vous dis, l'arrivée des Américains, c'était la fête. Votre mère ne vous en avait pas parlé? Ou on n'en a pas beaucoup parlé, ou j'ai zappé, je vous dis, je sais pas, mais là, je tombe des nues, vraiment. Mais alors, quand vous dites bombardement, c'est parce que il y avait des Allemands qui étaient présents? Je pense que quand les Américains ont débarqué... Parce que pourquoi aurait-ils bombardé? Parce que l'Algérie, les pieds noirs étaient pétainistes, et je pense qu'il y a peut-être eu sans doute une résistance de leur part à l'arrivée des Américains, qui voulaient pas... Je vois pas d'autre explication, mais ça, bon, je pourrais le savoir. Ça, c'est un fait historique. Mais toujours est-il que, voilà, moi, je le découvre. Oui, c'est ça, parce que il faudrait comprendre. Là, oui, j'avoue que sur ce pan de l'histoire, vous voyez, je n'ai pas je ne peux pas vous informer. Je ne connais pas. Je ne connais pas l'histoire là de ce qui s'est passé en Algérie à ce moment-là, pour vous dire ce qu'il en était. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire qu'en France aussi, il y avait une bonne partie de la France qui était aussi pétainiste. Oui, mais là, c'était pas, c'est au débarquement, quoi, quand les Américains sont arrivés. Mais la France était occupée, donc forcément. Et la fin, voilà. Et donc ils sont arrivés en Algérie, je ne sais pourquoi d'ailleurs. C'était la France, voilà, tout simplement. Et ils ont certainement été mal reçus par des pieds noirs pétainistes. Ça, je pense que c'est ça, au niveau historique. Maintenant, mon problème, c'est, moi, Vous avez retrouvé dans ces cahiers annotés, donc de façon très régulière par votre grand-mère,
le fait qu'il y ait eu des bombardements, que votre mère, votre grand-mère, votre famille devait se réfugier dans la cave, Exactement. et que votre mère était sur le point d'accoucher, Voilà. et qu'elle a accouché donc dans ces conditions-là. Voilà. Et votre mère ne n'évoquait pas les conditions de votre naissance, ça n'était pas évoqué, parce que ça aurait pu l'être. Vous voyez, Ben avec oui, vous, oui, dire oui, je oh, vous dis. tu es né dans des circonstances Non, j'ai vraiment jamais assez entendu. angoissantes, ça n'a pas Non. été évoqué. Moi, je n'ai pas entendu ça, en tout cas, jamais. Je suis Oui, c'est tombée ça des qui nues, est hein. étrange, parce que au fond, ça aurait pu être dans l'histoire parfois familiale rejoint l'histoire singulière, rejoint l'histoire universelle. Enfin, ça aurait pu dans la famille être évoqué, dire dis donc, Annie, tu es née vraiment, tu sais, c'était compliqué à ce moment-là. C'est Ouais, ça, ben c'est non, bizarre non, que ça ait été tu. Je sais pas si ça a été tu ou si c'est moi qui ai entendu davantage ma sœur qui était ravie. D'abord, ça l'amusait beaucoup, ces nuits, etc., dans la cave avec quelques bougies. Et les Américains qui lui donnaient des chewing-gums, j'ai entendu parler de ça, c'est tout. Oui, votre petite sœur, elle ne voyait pas la notion Ma de... grande sœur, donc, oui, qui était petite, mais... Votre petite sœur, pardon. Oui, je dis petite parce Oui. qu'elle avait 4 ans, mais c'est Oui, forcément votre grande sœur. Voilà, Oui, c'est ça. bien sûr. On marque une pause, Annie. Oui, bien sûr. Et on se retrouve tout de suite, dans une minute ou deux. Oui. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Et Annie, quand vous me disiez que au fond vous avez fait une thérapie, c'était pour ces questions d'angoisse comme ça et vous me dites d'hyperfragilité, c'est ça. Ça se manifeste comment cette angoisse, et d'hyperfragilité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, je réagis très très fortement aux événements, Oui. de façon excessive, que ce soit des événements positifs ou négatifs. Oui. Je me suis toujours, je me suis jamais aimée. Et j'ai eu effectivement de graves soucis, plus événements graves dans ma vie. La mort de mon premier mari, la mort de mon deuxième enfant, puis après un divorce et une tentative de suicide, etc. Donc il y a de quoi alimenter tout ça. Oui, mais quand même beaucoup. Oui. j'ai eu beau chercher pendant des années avec différents psys, et il n'y a pas de réponse, quoi. La conclusion dans l'ensemble, c'est qu'il y a certainement, dans ma petite enfance, un traumatisme originel. Oui, voilà. Un traumatisme originel sur lequel après se sont greffés d'autres douleurs, d'autres douleurs. Voilà, peut-être que si ma vie avait été plus facile, j'en serais pas là, mais voilà. Et comment votre mère, elle-même était quelqu'un d'angoissé? Oui. Oui. Oui, très très angoissée. Oui, extrêmement angoissée. Extrêmement angoissée. Et comme c'est elle qui nous élevait, c'est elle qui portait les pantalons, mon père travaillait, et c'est elle qui nous a élevés, il n'y a pas de doute, quoi. Quand vous dites qu'elle portait les pantalons, c'est-à-dire, comment on dit, c'est l'expression, elle porte la culotte, quoi. On dit familièrement, oui, ça c'était un peu le... C'est une famille de femmes extrêmement fortes. Oui. Voilà, et mon père était le seul homme dans cette famille, et il a été écrasé, et pour moi, j'ai pas eu de père, quoi. J'ai été élevée par ma mère, par ma grand-mère. Mon père, il était là pour faire le guignol. Il était avec les enfants, quoi, voilà. Oui, mais paradoxalement, il était avec les enfants, mais... Oui, alors, il était avec les enfants, il était relégué du côté des enfants, comme un enfant, c'est ça? Oui. Je faisais partie des enfants qui allaient jouer pendant que les adultes parlaient. D'accord, oui, je comprends mieux, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que vous dites que vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir un père, au sens protecteur, d'une image de père, d'une image paternelle. Ça, je l'ai pas.
Et vous avez eu le sentiment d'avoir été aimé par votre mère ? Ah oui, ça, c'est certain, oui. Et qu'est-ce qui fait, vous, alors que vous ne vous aimez pas ? Alors là, bon, je ne sais pas. Parce que ça, je pense que ça ne vient pas seulement que vous ayez des angoisses liées autour peut-être des conditions de cette naissance assez traumatisante et dans un contexte particulier. Mais après, il y a quand même, vous voyez, il y a autour certainement plus autour peut-être dans les premières aussi relations avec qui se sont jouées entre vos parents, peut-être qu'il vous a manqué aussi une image d'homme, de père, je veux dire, parce que on croit dans la construction d'une future femme, le rôle du père est déterminant. On parle toujours de la relation à la mère, mais le rôle du père est vraiment déterminant dans la construction d'une femme, dans le regard qu'il va porter sur sa fille. Oui, il y a certainement de ça, et puis il y a le fait aussi que, après cette lignée de femmes extrêmement fortes, diplômées, etc., moi j'étais pas au niveau, et donc j'étais pas intelligente, j'étais pas bien comme toutes ces femmes de plusieurs générations, et il y a certainement de ça aussi. Qui vous le disait ou qui vous le faisait croire ? Moi d'abord, et puis ma cousine Germaine, on a été élevés comme des sœurs avec mes cousins, qui une fois m'a dit, je dois avoir 15 ans, t'es la ratée de la famille. C'est sympathique. Oui. Mais en même temps, on peut y voir là une rivalité entre cousines. Oui, bon, certainement. Mais vous, pourquoi cela vous a affecté aussi profondément ? Parce que elle avait raison. Pour moi, elle avait raison. Non, elle n'avait pas raison. Mais c'est que ça touchait quelque chose que c'est parce que vous aviez déjà une image de vous très négative. Hein, vous me dites, j'étais pas au niveau, j'étais pas intelligente, il y avait une image de femme écrasante, et d'autant plus écrasante que ça manquait d'hommes dans cette famille. Exactement. Bon, et puis il y a le fait aussi que ma mère m'a suivi dans mon travail jusqu'en 4e. Après, en 4e, j'ai dit, bon, maintenant, je me débrouille toute seule. Puis je n'ai plus rien fait, et je n'ai existé qu'en faisant le pitre dans la classe. Donc par rapport un peu comme votre père, finalement, qui faisait un peu c'était un peu aussi oui. le pitre. Ouais. Oui, exactement. Mon père, c'était le guignol de la famille. Et moi, j'étais le guignol de l'école, et par rapport à surtout mes cousins-cousines qui étaient de brillants élèves, j'étais la ratée de la famille, quoi, au niveau des études. Je pense. C'est pour ça qu'il faut toujours porter de l'attention aux pitres, aux enfants comme ça, parce que il y a souvent une blessure derrière tout ça. Oui, certainement. Ah oui. Oui, je me sentais pas assez intelligente, donc. C'est une façon en même temps d'attirer l'attention sur soi. Et alors, paradoxalement, c'est embêtant parce que les pitres, ils se font punir. Donc, oui. Et oui, donc c'est embêtant. Etc. Oui, c'est ça. Oui. Ils attirent l'attention sur eux, mais pas forcément de la bonne façon. Bien sûr, ouais. Mais en même temps, alors votre mère, vous me dites, c'était une image de femme forte, forte personnalité, mais aussi très anxieuse. Donc quand on a aussi des parents comme ça, une mère très anxieuse, ça, c'est difficile après de soi-même d'être bien affirmé, d'avoir une bonne assise dans la vie. Vous voyez, une mère, bon, peut-être vous me dites, il y a un peu des contradictions, c'est-à-dire vous dites, bon, une forte personnalité, certes, parce que c'est elle qui assumait, qui assumait l'éducation, parce que votre père était très effacé, mais en même temps très anxieuse, donc elle pouvait pas vous transmettre de l'assurance. Et votre père, pas plus, puisque lui, il était effacé, écrasé par sa femme et par cette lignée maternelle. Donc tout ça ne pouvait pas vous aider, vous, à déployer vos ailes. Oui, d'autant plus que
Donc je suis née pendant les bombardements en 43 et en 54, la guerre d'Algérie a commencé. Donc disons à Oran de 57 à 62 l'indépendance, j'ai vécu et ma famille dans l'angoisse. Et qu'est-ce qui s'est passé justement après, pour vous? Après. Mais oui. Après quoi? Ben c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où ça? Est-ce que vous avez dû quitter l'Algérie? Ah oui, moi j'ai fait 2 jours et 2 nuits de queue devant l'aéroport d'Oran en mai 62 et je suis partie toute seule en France et j'ai atterri dans un foyer de jeunes filles en attendant que mes parents rentrent. Et c'est vrai que moi, la guerre d'Algérie, elle m'a marqué surtout les 2 dernières années parce qu'on était en ville et pas dans le bled. Mais bon, à 17 ans, j'ai vu un homme se faire tuer par 2 jeunes devant moi, déjà. Et puis après, il y a eu l'année 62 où je suis pratiquement pas allée à l'école parce que c'était trop dangereux. Et oui, mon angoisse de naissance, elle a été... Oui, elle a rencontré après dans votre parcours, beaucoup. Elle a rencontré dans la réalité des raisons d'être. Bien sûr. Des raisons d'être, la mort, la Oui. séparation, la rupture, devoir quitter votre pays. Bien sûr. Et la séparation, vous savez, pour l'inconscient, la séparation ou la mort, c'est pareil. Oui, bon, mais tout ça, si vous voulez, j'ai déjà travaillé. Mais oui, mais tout ça pour vous dire, Annie, par rapport à la question que vous me posiez au départ, je ne pouvais pas vous y répondre de façon aussi catégorique. C'est plus complexe que ça. Oui, j'imagine, oui. Donc, oui, il y a un fond de départ. Mais si vous voulez, c'est quand on veut trop simplifier, parfois on passe à côté de l'essentiel. Donc bien sûr qu'il y a un fond, il y a ça part certainement, il y a quelque chose d'un trauma originel, mais il y a beaucoup de choses qui sont venues se surajouter. Bien sûr. Et il y a des choses aussi qui peuvent se réparer parce que la mort, vous me dites, bon, il y a cet homme que vous avez vu se faire tuer sous vos yeux. Il y a quand même, après la mort de votre premier mari, vous avez perdu un enfant. Il y a, bon. Ça fait beaucoup. Oui, exactement. Ça fait beaucoup. Mais bon, ces choses-là, elles sont concrètes et donc je peux travailler dessus. Oui. Mais si j'ai vécu dans le ventre de ma mère l'angoisse de ma mère, est-ce qu'il y a un remède maintenant? Alors, c'est-à-dire que contrairement à d'autres peut-être qui ont eu la chance de pouvoir naître dans un climat plus serein, plus apaisé, avec vous n'avez pas pu développer ce qu'on appelle un sentiment de sécurité intérieure. Ah ça donc, oui, je l'ai donc, pas. Eh ben non, vous ne l'avez pas. Non. Donc il y a cette anxiété, cette angoisse, comme vous dites. Alors je vais vous dire, l'angoisse, c'est pas une maladie, mais ça peut faire très mal et ça peut parfois mener au pire. Ça peut donner envie, vous l'avez évoqué à un moment, de mettre fin à ses jours. Alors, c'est jamais à sa vie qu'il faut mettre fin, c'est à la souffrance. Et donc, il faut pouvoir en parler comme vous l'avez fait. Mais l'angoisse, la peur, j'ai envie de vous dire, Annie, c'est aussi inhérent à la condition humaine. C'est-à-dire qu'on peut pas totalement les extirper de soi. On peut les atténuer. Je vais pas vous dire non plus, je vais pas vous dire que vous serez quelqu'un de totalement zen et totalement serein. Eh oui. Mais vous pourrez être certainement plus apaisé. Alors peut-être parallèlement à votre thérapie par la parole, il y a peut-être aussi des choses qui peuvent vous apaiser par le corps aussi, par quelque chose, peut-être par
travailler sur quelque chose en travaillant la respiration, par le yoga, par des massages, par des vous voyez, quelque chose qui Oui, tout ce qui justement qui vous rapproche de ce côté d'une enveloppe un peu contenante, un peu sécurisante. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je suis née avec son angoisse et que je mourrai avec. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'angoisse, non mais Annie, l'angoisse, elle nous concerne tous. Oui, je sais bien, mais plus ou moins, c'est une question d'intensité. C'est-à-dire qu'on peut pas comme ça l'extirper on peut pas l'éradiquer totalement. Mais c'est une question d'intensité parce que je peux vous dire, c'est pas une maladie, mais ça peut faire extrêmement mal. Donc, le tout, c'est de diminuer son intensité. Et là, j'entends effectivement, il y a quelque chose qui est trop lourd, trop douloureux. Donc, parallèlement à votre thérapie, que j'entends, il y a des choses encore à continuer à travailler. Il y a peut-être des choses à voir du côté du corps, peut-être au niveau de massage, de yoga, de la sophrologie, je sais pas, d'une prise en charge, quelque chose qui travaillait sur la respiration, sur même des massages un peu relaxants, quelque chose où, si vous voulez, comme retrouver un petit peu le côté justement de ce bébé, un peu que vous étiez, redonner un peu cette enveloppe un peu contenante. Vous voyez, je ne sais pas, est-ce que vous aimez les massages? Est-ce que être touché? Vous adorez ça? Oui, mais ça m'étonne pas. J'adore les massages, j'adore le jacuzzi. Ça vous fait du bien? Voilà. Bon. Est-ce que donc même mais pas forcément des massages dans le cadre d'une thérapie. Si vous adorez les massages, voyez, faites-vous des soins, des massages un peu relaxants, enveloppants, même tout ce qui est dans des on voit maintenant tous les centres, il y a beaucoup de soins qui offrent comme ça des choses quelque chose qui vous détend. Alors après, il y a des choses un petit peu plus spécialisées, mais attention aussi de pas tomber entre les mains de charlatans, hein. N'allez pas dans des techniques, peut-être parlez-en à votre thérapeute de voir dans ce qu'il pourrait proposer au niveau d'une technique un peu corporelle. Donc en fait, ce que je peux espérer, c'est atténuer les symptômes. Mais ce que je veux vous dire par là, parce que, vous voyez, à la limite, je préfère presque vous dire d'aller du côté des massages, presque dans des centres. Je cherche le terme. C'est pas, il y a la thalasso évidemment, mais c'est pas tellement les massages, c'est plus slow. Je cherche genre les spas. Voilà, merci beaucoup. Plus que parce qu'on voit parfois il y a de véritables charlatans qui sont dans des trucs qui peuvent être très problématiques, ou genre ils vous font revivre. Voyez le traumatisme de la naissance et tout. N'allez pas dans ces trucs-là. Hein. C'est souvent du n'importe quoi. Donc, quelque chose qui soit un peu enveloppant et un peu contenant, et qui, je pense, pourrait vous faire du bien. Oui, peut-être. C'est-à-dire, au fond, une forme de maternage, comme dit Cathy. Oui. Ou quelque chose dans de l'eau aussi. Est-ce que vous aimez ce qui est à l'assaut? Oui, j'adore ça, oui. Oui, j'adore tout ce qui renvoie un peu au maternage. Oui, tout à fait. J'aime être coucounée, voilà. Mais oui, mais vous en avez besoin. Voilà. Donc, peut-être en diminuant la gravité des symptômes, ça sera plus facile, quoi. C'est tout. Je vais vous lire des réactions qui arrivent, parce qu'il y en a beaucoup pour vous, et ça sera la conclusion. Oui. Il y a Géraldine qui nous envoie un petit courriel en disant: l'humain est complexe, même si le fœtus se construit dans le bain de l'histoire maternelle, familiale et environnementale du moment de la grossesse. Je ne pense pas que l'on puisse réduire l'origine de toutes ces angoisses au temps passé dans le ventre de la mère. Nos failles font partie de notre identité. Parfois, le chemin consiste aussi à apprendre à vivre au mieux avec ce que l'on ne peut changer, avec ce qui parfois n'arrive pas à prendre sens. Sachez donc vous envelopper de douceur. Seul l'amour de soi
permet de franchir les montagnes de nos chaos intérieurs. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait à l'instant. Le subversif qui dit la période de la naissance est cruciale. Une ambiance hyper stressée, stressante a forcément un impact anxiogène, d'autant plus forte que la suite ne l'apaise pas. Au contraire, la suite de votre vie. Et puis alors attendez, j'avais des messages et j'ai un problème avec mon. J'arrive pas. Attendez, je vais essayer de revoir la page de mon SMS. Non, j'ai un problème avec la page de mon SMS. J'arrive pas à lire les autres messages. J'ai Fifi qui arrive, mais je sais pas s'il va me le régler. Si j'avais d'autres messages qui arrivaient pour vous, mais voyez, je crois qu'il faut trouver un côté un petit peu quelque chose qui vous enveloppe, qui vous materne à côté de ces périodes où vous pouvez parler. Oui, alors voilà merci Fifi. Il y a Monica qui me dit j'ai connu la peur pendant mon passage de la ligne de démarcation à l'âge de 3 ans et la fuite de mon père après son arrestation par les Français. Je suis devenue insomniaque à 47 ans et l'anxiété fait partie de ma vie. Quelqu'un qui dit j'ai vécu la même chose pendant la guerre civile d'Algérie en 90. Cette peur devient en quelque sorte une force. Et puis Gabriel des Hauts-de-Seine me dit bien sûr il y avait des Allemands et des Italiens à ce moment-là en Algérie, la bataille d'El Alamein avec Rommel, me dit Gabriel. Merci pour cette page d'histoire, voilà, parce que j'avoue que je connaissais pas. Bon. Peut-être que, après tout, vous pouvez aussi lire des choses à ce sujet. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce qu'une mère mélancolique peut transmettre son mal-être au fœtus et que des idées sombres soient ressenties par l'enfant dès l'âge de 7 ans? Alors, à l'âge de 7 ans, oui. Oui, une mère qui est dans un état de mélancolie, il y a les fœtus, on est dans un état, on est plutôt dans la fin de grossesse. On parle pas de l'embryon dans les premiers temps de la grossesse. Mais quand on est à l'état de fœtus en fin de grossesse, oui, il y a des choses qui se transmettent, bien sûr. Mais pour autant, je vous dis, c'est à double tranchant et dans ces cas-là, il faut aider les mères et il faut les soutenir et en parler parce que c'est pas en disant et en faisant en sorte de dire qu'elles n'en parlent pas et qu'elles s'enferment un peu plus dans leurs idées dépressives ou mélancoliques que ça va régler les choses et le problème. Au contraire, il faut les aider, les soutenir. Et il faudrait d'ailleurs qu'il y ait davantage d'unité mère-enfant pour pouvoir accompagner ces futures mamans parfois bien en difficulté parce que contrairement à ce qu'on pense, la période de grossesse c'est pas une période toute bleue ou toute rose. Ça réactive beaucoup de choses souvent. Oui. Merci en tout cas de votre témoignage, Annie. Merci. Et bonne route à vous. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Des petits messages qui m'arrivent. Tinou me dit alors pas de nouvelles de notre passionné de cinéma et c'est Yves. Non, mais Yves, il a fort à faire. Il est dans les salles obscures. Il est en train de nous dénicher, je suis sûre, des petites merveilles dont il va nous parler prochainement. Je l'embrasse. Peut-être est-il à l'écoute. Tinou nous dit personne n'a parlé du magnifique film avec Charlotte Gainsbourg, L'Arbre, ou comment faire le deuil après la mort d'une personne qu'on aime. Vous faites bien de nous en parler, Tinou. Pourquoi ne pas vous nous appeler pour nous parler de ce film que vous avez aimé? Écoutez, il faut dire que je suis un peu occupée en ce moment pour tout vous dire, mais non, j'en ai pas entendu parler, mais alors vous me donnez envie de le voir. Donc L'Arbre avec Charlotte Gainsbourg, eh bien écoutez, c'est noté, j'en prends note, j'irai le voir. Et puis, je voulais faire un clin d'œil amical à Charles parce que j'ai reçu un petit mail de Charles qui me dit « Je suis franco-américain, je vous écoute sur Internet en pleine forêt de Costa Rica, près de la frontière avec le Nicaragua, où je travaille avec des singes capucins, Cara blancas. Charles qui me dit, voilà, j'adore l'émission. Quel magnifique métier vous faites, Charles. Vous savez, je vais vous faire une confidence.
si je n'avais pas fait ce métier psychologue, j'avais très envie d'être primatologue. Vraiment, j'étais fascinée par la vie de Diane Fossé. Ça me faisait rêver. On ne rit pas. Évidemment, Fifi dans le casque, qui dit voilà pourquoi je travaille avec des singes. Ben ça, c'est sûr. Je lui tendais la perche et il pouvait pas ne pas me la faire, hein, mon Fifi. J'ai un bel exemplaire, un beau primate en face de moi. Allez, je voulais faire un petit clin d'œil. Un beau mâle dominant. Allez, un beau dos argenté. Un petit clin d'œil amical à Fantine aussi. Et on accueille tout de suite Tina. Bonsoir Tina. Bonsoir. 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 J'ai la voix qui tremble un petit peu, excusez-moi. Mais je non, suis un peu émue. ça va bien, ça va bien se passer. Qui passe à l'antenne. Merci de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Alors, par quoi commencer je sais, il y a tellement de choses à dire. Oui, en fait, moi, principalement, le souci pour lequel je vous appelle, c'est en fait avec mes parents, en fait, ma mère et mon père, qui depuis que j'ai eu mon premier enfant, il y a 4 ans, oui. Ont complètement changé d'attitude avec moi. Et voilà, et ça dure depuis. Ça s'est arrangé un petit peu à un moment. Il y a eu un moment de silence voulu de ma part. Je vous donnerai peut-être des détails par la suite, mais oui. Il y a eu réconciliation à un moment. Bon, même si après l'incident, la cassure qui s'est passée lors de après la naissance de ma fille avec eux. Il y a eu enfin en tout cas de mon côté, il y a eu une confiance envers eux qui a été rompue, si vous voulez. Je me confiais beaucoup à ma mère. Je lui disais oui. vraiment, c'était ma principale confidente avant, et puis depuis ça, j'ai été déçue, assez déçue de voir sa réaction et de voir qu'elle avait complètement changé. Mais moi, je mets vraiment le curseur à ce moment-là. Alors oui. Peut-être que c'était peut-être que c'est moi qui ai changé à cause de la naissance de ma fille, parce que en fait, pour un peu décrire, en fait, le souci que j'arrive pas vraiment à comprendre je ne comprends plus actuellement leur psychologie, si vous voulez. C'est ce qui me perturbe pas mal, oui. Je ne vous le cache pas. Et ce qui réactive un petit peu ça maintenant, c'est que je dois les retrouver. Là, ça fait 1 an qu'on ne se parle plus. Et puis là, on doit se retrouver pour Noël, évidemment. Et les années précédentes, quand on allait, ils habitent, si vous voulez, dans un autre pays. Bon, je vais pas préciser lequel, mais ils habitent dans un autre pays qui est quand même à 4 heures de vol d'ici. Mmh. Et quand il faut aller les voir, en général, j'allais avant quand j'étais célibataire, et maintenant quand je suis en famille, on allait chez eux. Ils ont une grande maison, il y a suffisamment de place pour tout le monde. J'allais chez eux. Mais cette année, suite à ce qui s'est passé, je le détaillerai peut-être après, ce qui s'est passé en été passé, l'été 2009, j'ai dit non, c'est fini, Mais dites-le-moi ce qui s'est passé. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est en fait que après, comme je vous ai dit, il y a la cassure qui s'est passée quand ma fille est née. Oui, oui. Il y a eu un Noël 2006 où ça s'est très très mal passé. Donc il y a eu un long silence après. Puis après, j'ai vu qu'il y avait des efforts envers moi. Donc petit à petit, on s'est un petit peu réconciliés. Mais comme je vous disais, la confiance n'était pas retournée. Mais je me suis dit, on fait des efforts pour les enfants, parce que maintenant il y a des petits-enfants et tout. Je fais des efforts, et puis mon mari aussi n'aime pas du tout les conflits familiaux, oui, parce que lui, il n'en a jamais eu. Il a une famille très 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 unie, et
Et donc, pour tout le monde, voilà, et même pour moi, parce que c'est jamais très agréable d'avoir des conflits. Et donc cet été-là, qu'est-ce qui... Cet été 2009, voilà. Oui. Alors voilà, j'ai mis comme on dit, de l'eau dans mon vin, et puis. Oui. Et puis on est retourné. Bon, je n'avais rien oublié de ce qui s'était passé. J'avais rien, mais j'ai fait l'effort. Et puis comme j'ai essayé de faire abstraction. Et voilà, on est retourné dans la maison familiale, bien qu'au départ j'avais dit que non, mais j'ai quand même décidé d'y aller. Et puis une semaine, ça allait. Une semaine, c'était très bien. Ils revoyaient leur petite fille parce que j'avais pas eu depuis. Oui. J'ai eu un fils aussi après, donc tout allait bien. Et au bout d'une semaine, j'ai eu à nouveau une gueule en fait. Voilà, je sais pas si c'est. Oui, d'accord, c'est juste, il n'y a pas eu un événement particulier, c'est-à-dire que c'est de la tension et il vous faisait la tête. Oui, en fait, si vous voulez, je sentais que ma mère. Mais c'est plus avec votre mère, semble-t-il. Alors voilà, c'est ce qui est très bizarre, c'est ce que je ne connais pas. Non, en fait, finalement, vous dites déjà beaucoup de choses, Tina. Vous dites qu'au fond, votre mère était votre principale confidente. Donc vous aviez une relation très forte, fusionnelle. Très forte. Voilà. Elle est très forte. Voilà, vous avez une relation très forte. Oui. En ayant votre premier enfant, c'est à ce moment-là que les choses ont changé. Mais oui, mais pourquoi, Tina ? Oui. Vous changez de statut. Tout à fait. Vous devenez mère vous-même. Oui, elle l'a pas supporté. Et non. D'une certaine façon, elle n'a pas supporté. Voilà. C'est pas tant vous qui avez changé. Alors oui, de fait, bien sûr que la maternité vous change. Ça, c'est évident. Ça vous change psychologiquement. Ça, c'est certain. Mais j'ai plus le sentiment que c'est votre mère qui ne l'a pas supporté, comme cela peut arriver, parce qu'au fond, vous êtes sur un pied d'égalité avec elle. D'une certaine façon, vous êtes, vous, à votre tour, mère. Oui. Donc, il y a certaines mères qui, à ce moment-là, ont du mal à supporter de voir leur fille dans une position un peu, d'égalité d'une certaine façon. Même si, évidemment, qu'elle reste leur mère, il y a quand même la différence de génération. La mère et la grand-mère, bon. Mais en accédant au statut de mère, vous ne restez pas la petite fille, la fille. Vous aussi, vous devenez mère. Voilà. Et vous avez aussi, vous vous décentrez, vous avez un enfant à vous occuper. Et d'une certaine façon, votre priorité se décentre un peu quand même. Oui, j'ai même pensé à une éventuelle jalousie vis-à-vis de ma fille. Vu que, jalousie, comment dire, mais on peut, n'ayez pas peur d'employer le mot, parce qu'on a souvent peur d'employer le mot jalousie dans les relations comme ça entre parents, enfants, ou de dire que des parents peuvent être jaloux de leurs enfants. Mais cela existe, y compris parfois à travers des réussites sociales ou professionnelles. Cela peut arriver. On a toujours très peur d'évoquer cet aspect des choses. Et pourtant, cela existe. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir aussi de la jalousie. Vous dites vous-même, vous étiez dans une relation fusionnelle, un peu passionnelle. Eh bien, quand on a une relation aussi forte, toute la palette des sentiments humains peuvent exister. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'amour. Mais quand il y a autant d'amour, il y a aussi tout le reste des sentiments qui est là. Oui, tout à fait. Mais elle a été. C'est vrai que c'était très fusionnel. Mais si vous voulez, ce côté fusionnel, c'est plutôt elle dans sa nature. Elle est comme ça. Elle est évidemment. Moi, je le suis moins dans ma nature, mais c'est elle qui m'a, si vous voulez, poussé vers ça. C'est souvent le cas. C'est souvent le parent qui initie la relation au départ, forcément. C'est l'enfant au départ par définition, et lui est tributaire de la relation avec le parent, parce que l'enfant, par son immaturité physique et affective, ne peut pas initier la relation. C'est l'adulte qui au départ va initier la relation. C'est le parent.
Oui, mais si vous voulez, je me suis rendu compte de ça très tard, du fait que, c'est-à-dire que moi j'ai commencé, j'ai fini mes études d'école, j'ai fait mes études universitaires et je ne voyais rien parce que oui, ça continuait en fait. C'est vraiment quand j'ai commencé à préparer, voilà, c'est venu avec la préparation de mon mariage. Là, mon mari me le dit aussi parce que comme je ne comprenais pas ce qui se passait, j'ai voulu avoir l'avis de mon mari qui était souvent avec nous. Je voulais lui demander parce qu'après, par la suite, elle m'a accusée, si vous voulez, d'avoir été très d'avoir été agressive avec elle. Elle m'a accusée de beaucoup de choses. Je vous passe tout ce qu'elle m'a dit. Oui. Des choses très très blessantes aussi. Et donc d'avoir été agressive. Et puis, alors peut-être que ça s'est manifesté, si vous voulez, quand ma fille est née, ma mère est venue, a fait le voyage, qui est long, pour venir chez moi, mais sans me demander sans me demander mon avis. C'est quelqu'un de très fort, de personnalité, donc d'où, comme j'ai cru disait comprendre. Le précédent, c'est le schéma classique, le père effacé complètement. Ça l'a toujours été, malheureusement. Et évidemment, ça n'aide pas, surtout une fille en général. C'est pour la construction d'une fille, c'est très important. Et puis voilà, une mère qui a tout pris en charge, qui a financièrement aussi, et d'ailleurs qui a été toujours très soucieuse de ce côté très matériel, beaucoup plus que du dialogue, beaucoup plus. Et plus tard, elle m'a dit que, alors, ce qui est très très ambivalent, elle est très ambivalente d'ailleurs, parce que plus tard, elle m'accuse de m'avoir trop, de m'avoir, elle se reproche, si vous voulez, de m'avoir trop gâtée. Voilà, après, alors, elle en fait, c'est quelqu'un qui veut trop en faire et qui, finalement, écrase. Oui, mais derrière tout ça, il y a aussi quelle ingratitude. Au fond, c'est moi, je suis un peu responsable, mais c'est quelle ingratitude. Après t'avoir tellement gâté, je suis je suis mal récompensée. Exactement. Et donc c'est aussi culpabilisant. Mais ne rentrez pas dans ce piège-là et dans ce jeu relationnel. Prenez de la distance. Ça ne veut pas dire. Mais j'entends bien que vous êtes dans l'émotion et dans. Prenez de la distance. Ça ne veut pas dire. Déjà, bon, vous avez au fond de la chance de ne pas être géographiquement près. Oui. Vous êtes à 4 heures d'avion au fond. Donc. Ne rentrez pas dans les pièges un peu qu'elle vous tend. C'est-à-dire que. Il y a quelque chose. Oui, il y a des moments où il y a de l'agressivité, mais comme quand il y a de l'amour comme ça, très fort, très possessif, très exclusif, et du coup, il y a quelque chose quand il y a pour vous se démarquer, se détacher. Eh bien, il y a quelque chose qui est certainement douloureux pour elle au fond, dont elle a qu'elle vit mal, et donc ça déclenche de l'agressivité. Donc quand elle vous dit que vous êtes agressive, on peut penser qu'il y a une projection, c'est-à-dire qu'elle projette un peu sa propre agressivité. Donc essayez de prendre un peu de distance. Je sais que c'est compliqué parce que ça vous atteint, parce que c'est votre mère et vous l'aimez. Donc ça vous touche tout ce qu'elle vous dit. Mais si vous pouviez vous dire qu'au fond c'est tout ça n'est pas si grave dans le sens où les choses vont s'apaiser, c'est-à-dire essayer de remettre plutôt les choses dans le sens où vous êtes aujourd'hui maman de 2 enfants, elle reste votre mère, mais que elle a aussi sa place en tant que grand-mère. Oui. C'est-à-dire que peut-être aussi déplacer les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est grand-mère, voyez, resituée dans la chaîne des générations. C'est-à-dire que peut-être ce qu'elle ne peut moins faire avec vous en tant que fille ou en tant que fille, elle peut aussi cette affection, cette tendresse, la déplacer sur ses petits-enfants. Oui. En tout cas, ce qui est très très drôle, c'est que depuis que j'ai d'abord ma fille et puis après mon fils. Bon, elle l'a pas vu du coup mon fils parce qu'il est né après ce qui s'est passé en été.
Oui, ils ne sont pas venus. Et donc, par rapport à ça, c'est qu'elle a effectivement... ce qui étonne aussi mon mari, c'est que elle montre... Bon, elle est un petit peu... Elle est assez excessive dans la façon de montrer. Et parfois, je me demande si c'est vraiment sincère. Parce qu'en faire trop... donc, elle montre beaucoup envers... c'est comme si elle me mettait de côté complètement. Et elle montre beaucoup d'attention pour tant mieux. Moi, je suis ravie pour ma fille, pour mon tant fils. mieux. Laissez-la faire. C'est une façon peut-être qu'elle a de compenser après tout, de compenser quelque chose. Ne relevez pas trop ça. Restez. Vous, ça vous permet au fond pendant ce temps-là de vous protéger un petit peu, et toute l'attention, même si effectivement c'est un peu excessif et ça semble lié à la personnalité de votre mère assez extravertie. Oui. Pendant ce temps-là, ça vous permet, vous, d'être un peu moins sur le devant de la scène avec elle, un peu plus en retrait, et donc un peu plus protégé. Oui. Et donc par rapport à Noël, écoutez, éviter d'entrer en conflit directement avec elle, et situez-la plutôt par rapport à elle en tant que grand-mère. Et évitez plutôt les zones de conflit d'elle, mère à fille. Ne rentrez pas dans le jeu de provocation, finalement. Je pense, c'est ce qui est important, à mon avis. Voilà, Tina. Bon Noël alors, par avance. Au revoir. Deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1, avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr et vos messages au 7 21 21 avec le mot nuit. Un petit peu de musique et juste après, nous accueillerons Daniel. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Daniel, vous vouliez réagir parce que vous avez entendu le témoignage d'Annie. Annie qui nous parlait de son angoisse, qui la tenaillait depuis très très longtemps, et qui, malgré une psychothérapie très longue, avait du mal à se libérer de cette angoisse. Alors, je lui parlais peut-être parallèlement à cette thérapie par la parole, d'associer des techniques plus corporelles, et j'avais évoqué le yoga. Et justement, vous avez entrepris de faire du yoga à l'âge de 66 ans. Oui. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et on faisait les respirations, les 3 respirations du ventre, du bassin, du ventre, et la sous-claviculaire. Des respirations sous-claviculaires. C'était très très bien. On s'allongeait pour un peu, on s'endormait par terre sur les tapis, quoi. Oui. Et ça m'a fait beaucoup de bien. On enlève toutes nos idées. Parce que je venais de perdre mon mari aussi, alors tout ça m'a un peu remis en place. Oui. Les idées et puis tout. C'est dans ma commune, il y a du yoga pour des personnes plus ou moins jeunes. On est toute une équipe et on était nombreuses. On est même nombreux maintenant aussi, mais moi j'y vais plus en ce moment parce que je vais peut-être retourner à la piscine parce que j'aime bien la piscine aussi. Et
ça fait énormément de bien. C'est le meilleur des sports, hein, la natation. La natation, oui, pour les articulations des genoux. Et le yoga, moi, je l'ai apprécié. Mais le travail sur la respiration, sur le souffle, hein, ça relaxe beaucoup. Et c'est important ce que vous nous dites, parce que vous veniez de perdre votre mari, donc il y avait et vous dites que cela vous a beaucoup apaisé. Et finalement, là, toute cette tristesse et cet esprit forcément en permanence encombré d'idées noires, d'idées sombres. Là, pendant ce temps où vous travaillez sur le souffle, sur la respiration, vous aviez votre esprit plus libre et ça se poursuivait. Vous en ressentiez les bienfaits après. Oui, même plus on faisait aussi les équilibres, on fermait les yeux et puis on marchait dans la salle, mais c'était très très sympathique. Vous avez dit au standard que il y avait même une amie, une dame de 90 ans qui en faisait. Oui, j'accompagnais parce que elle habitait derrière chez moi et comme j'avais une voiture, je l'accompagnais au yoga. À 90 ans, elle avait. Mais c'est ce qui est très intéressant dans ces pratiques, c'est que justement, il n'y a pas de limite d'âge. Oui. Alors évidemment, il y a des postures qui ne peuvent pas se faire parce que il ne faut pas forcer. Mais voilà. Mais comme vous dites, après il y a des groupes selon le niveau, selon l'expérience et là c'était ouvert à selon l'âge, puis c'est une question de niveau parce que si c'est quelqu'un qui a pratiqué depuis un certain nombre d'années, même avec un âge, même à 70 ans, s'il fait du yoga depuis très longtemps, il pourra faire des postures que ne fera pas quelqu'un qui démarre, qui est débutant et qui est jeune. Hein. J'ai commencé à 60 ans aussi, mais à 60 ans, à un moment donné, au bout de 2 ans, la mairie disait non, vous n'avez pas l'âge, il faut 65 ans. J'étais rentrée avant. Vous étiez trop jeune. Oui, mais j'étais rentrée avant et puis ça me convenait bien et ça m'a énormément changé. Puis même dans beaucoup d'esprit dans ma tête, ça changeait énormément partout. Mais je pense aussi, moi cet été j'ai pratiqué un peu, j'ai commencé, c'était une initiation au Qigong, c'est avant le Tai Chi. J'ai découvert c'est aussi un travail comme ça sur le souffle, sur la respiration. Alors ce que j'ai trouvé formidable, c'est que ça se fait généralement en plein air, soit le matin très tôt. J'ai vu ça à la télévision. Voilà, soit le matin très tôt, plutôt au lever, au lever du soleil, c'est tôt, ou le soir. Et là c'était en vacances, donc on faisait ça soit sur la plage ou le soir, dans un grand parc. On le fait toujours, ça se fait plutôt dans la nature, mais ça peut se faire finalement même on en a fait dans la nature aussi. Voilà. Dans un où il y avait des sœurs qui avaient des chambres, et ces chambres-là nous étaient réservées. Il n'y avait plus de couvent comme elles n'avaient plus de place dans ce couvent. Alors ils louaient ces chambres dans l'Essonne, là, dans un. Ah oui. Les couvents sont situés dans des endroits souvent magnifiques. On faisait ça sur le gazon. Oui. C'était bien aussi. Ça. Mais il faut que ça soit, puisque c'est quand même il y a une question d'être en harmonie avec la nature. Il y a un côté très très apaisant, très reposant, ressentir les énergies, les pieds bien ancrés dans le sol. Et c'est vrai qu'on se sent, il y a quelque chose de très singulier qui s'éprouve, où finalement on est au contact de ces sensations et où finalement on apprend. Voilà, on s'enracine. Il y a quelque chose comme ça. On sent tout, toute la brise. Donc, on apprend finalement à se débarrasser l'esprit de toutes ces pensées qui nous parasitent et auxquelles, au fond, qu'on oublie, mais on a souvent l'esprit encombré de pensées parasites. C'est très intéressant. Et aujourd'hui, j'ai vu à la télévision aussi une maman qui, il faisait un exercice. C'était pour la 2. Elle faisait un exercice avec son enfant qui avait 2 ans. Et il fallait que cet enfant, il ait plutôt 5 ans
à partir de 5 ans qu'ils font ces choses-là. Oui, parce avec que les parents. 2 ans faire du yoga, je crois pas, non. Non, pas tout à fait yoga, mais pour s'allonger, être sage. Mais un enfant de 2 ans, il est non, c'est pas possible. un peu bruyant, c'est trop. Un enfant de 2 ans, il est dans le mouvement en permanence. On peut pas lui faire ça. À un moment donné, il était sur sa maman et il faisait comme s'il lui faisait un massage. C'était mignon à voir. Il y a des messages qui disent bravo Daniel, le yoga c'est super, c'est pas cher, c'est pas mis, ça peut rapporter gros. Il dit ça ne coûte rien, on peut le pratiquer partout et ça devient un réflexe de mieux respirer. Il y a Sergio qui dit il me semble bien que Jeanne Calment faisait du yoga. J'en ai pas entendu parler moi. Je sais qu'elle se buvait un bon petit truc. Je sais pas, je crois qu'elle avait c'était pas un apéritif qu'elle se buvait, mais elle disait qu'elle avait elle se buvait un petit porto, je crois, Jeanne Calment. Et finalement, et puis il y a le subversif qui dit l'approche bouddhique ou védique qui veut appréhender le rien jungien a apprivoisé une profondeur ultime forcément sereine. Oui, ça rejoint l'approche de Jung effectivement, mais on trouve dans ces approches philosophiques orientaliste aussi quelque chose d'un apaisement très zen, très serein, moi je trouve, et très différent effectivement de cette approche par la parole, mais souvent complémentaire. Et j'ai une petite fille là qui vient d'avoir un bébé et elle fait du tai chi chuan. Oui, c'est ça. Elle en a fait avant d'avoir son bébé là, et c'est un deuxième arrière-petit-fils que j'ai. Il a 15 jours. Oh, c'est merveilleux. Oui. Et alors, il est très zen, il a déjà... Oui, il a l'air d'être... je l'ai vu dimanche, là, et il a l'air d'être bien calme. C'est un bébé calme, serein. 650. C'est un petit bébé, vous l'avez vu, donc il va bien. Oui, je l'ai vu dimanche, oui. Bon. Il est tout mignon, et puis il veut toujours manger. Bon, écoutez, c'est bien, c'est bon signe, ça, c'est un signe de bonne santé. Oui. Mais écoutez, félicitations alors, Daniel. Vous êtes une heureuse, c'est votre arrière-grand-mère. Oui, je suis arrière-grand-mère. Deuxième, parce que j'en ai un petit-fils qui a un petit garçon. Je suis arrière-grand-mère de ce petit-fils, il a 3 ans déjà. Oui. Il a eu 3 ans. C'est formidable. J'ai 80 ans maintenant. C'est une belle famille. J'ai 80 ans cet été. D'accord. C'est bien, vous avez la chance comme ça de voir vos arrière-petits-enfants. C'est formidable ça. Oui. Là, j'ai eu 5 petits garçons, 3 petites filles. Et puis là, j'ai 2 arrières. Voilà, ça fait une grande famille. Mais félicitations pour cette belle famille. Il y a Sergio qui me dit mais non, je suis mort de rire, je plaisantais, je ne sais pas, je disais ça en plaisantant. Je ne sais pas si Jeanne Calment faisait du yoga ou du vélo. Moi je croyais que vous disiez ça sérieusement, donc je lis le message. En tout cas, il me dit c'est comme quand Fifi fait des câlins aux arbres. Oui, mais enlacer un arbre d'une certaine façon, c'est prendre sa force et son énergie. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans tout ça. On peut avoir, je comprends complètement ça. Il y a un autre message qui me dit j'ai fait un voyage en Inde, c'était merveilleux de voir les gens très zen, très calmes et qui nous paraissent même lents à nous les occidentaux. Ça c'est sûr que vous venez dans les grandes villes, vous venez à Paris, nous on est tellement speed et stressés que c'est clair que... Alors, il y a quelqu'un qui me dit, bon, Caroline, vous nous conseillez le Porto pour vivre centenaire? Non, vous voyez, je bois pas d'alcool. Peut-être du champagne de temps en temps, mais c'est tout. Je peux pas boire du vin. Avec modération. Écoutez, vous avez raison. Allez, le yoga alors. Non, mais je vais pas conseiller. Vous imaginez bien, je vais pas faire de. Mais bon, Jeanne Calment le disait, elle se buvait. La pauvre dame, à la fin de sa vie, elle buvait un petit verre de Porto, je crois. C'est pas ça qui l'a fait. Elle en buvait un tout petit verre. Écoutez, c'était son plaisir, franchement. Ça aurait été dommage de lui supprimer. Mais écoutez, je vous embrasse, Daniel, et merci beaucoup d'avoir pris la peine d'appeler. J'espère que Annie vous aura entendu et puis que ça l'encouragera à faire une démarche. Je fais même beaucoup de marches et de la bicyclette. Oh là là, vous êtes extraordinaire. Mes enfants, ils ont offert une belle bicyclette, toute moderne.
Et puis, ça roule. Ben bientôt, vous allez pouvoir amener vos arrière-petits-enfants derrière. Ah oui. Hein, avec l'équilibre que vous avez grâce au yoga, vous allez pouvoir aller faire vos courses avec. J'ai des enfants qui font des compétitions de VTT, là, dans les montagnes, et puis... Ben, vous allez pouvoir les suivre, hein. Oh non, on va vous voir au Tour de France bientôt. Oui. Un dernier petit message de Marie-Claude qui dit « Moi aussi, le yoga m'a sorti d'une situation de totale désespérance. C'est très positif. » C'est très très bien. Et Néjoute qui dit « En Afrique, on dit « Les Blancs ont la montre et nous, on a le temps. » J'aime beaucoup les proverbes africains parce que c'est toujours d'une profonde sagesse. On devrait prendre la montre aussi, nous, un petit peu se relaxer. Parce que, moi, écoutez, je suis en banlieue, hein, mais quand je vais à Paris pour aller me faire soigner les yeux à l'hôpital, eh ben, je suis déboussolée de voir, quand je prends le train, et puis de voir les gens, la tête qu'ils font, écoutez, c'est pas gracieux, rien du tout, ils vous parlent pas. Moi, ça m'énerve. Il faut dire que c'est pas drôle les transports en commun, mais c'est vrai que c'est assez déprimant de les prendre, il faut dire, parce que c'est vrai mais c'est vrai que la vie serait plus douce si dans les transports en commun, on pouvait de temps en temps se glisser un petit sourire, se faire c'est vrai. Dire un petit mot. Moi, je sais que quand je prends les transports en commun et que j'ai ma petite chienne avec moi, eh ben je vous assure, ça change tout. Du coup, les gens, alors il y a ceux qui n'aiment pas du tout les animaux, vous voyez, ils se bloquent, ils se ferment, ils se poussent là au maximum contre la vitre ou quoi, montrant bien que ça, ils détestent. Mais il y a ceux qui me disent, qui me parlent, on échange 3 mots, on parle tout le long du trajet. Oui. C'est incroyable, quoi. C'est fou comme la présence d'un animal ou d'un bébé ou tout de suite, on se parle, on échange, ça c'est merveilleux, quoi. On passe un super voyage, enfin on se dit, un peu d'humanité dans un monde de brutes. Et sinon, le reste du temps, c'est vrai qu'on est là à se toiser, à pas se regarder, ou c'est épouvantable. Alors heureusement qu'il y a des bébés et des animaux pour que les humains puissent se parler. Je croise des fois des mamans quand je vais au marché, le bébé il pleure un peu, alors hop, je lui dis un petit mot, il s'arrête de pleurer et puis il écoute. Ben oui. Mais parce que les bébés vous regardent comme ça spontanément et vous dévisagent parce que il y a rien il y a pas de problème pour vous dévisager. Et puis les chiens, c'est pareil, ils n'ont pas de problème, ils viennent vous sentir, ils viennent voilà. C'est des bébés noirs, ils vous regardent, ils ont l'air de dire qu'est-ce que c'est que cette femme qui est toute blanche. Oh, ils ont l'habitude d'en voir, quand même. Il y a maintenant une mixité. Ils ont l'habitude. Ils sont mignons ces bébés des fois. En tout cas, merci beaucoup de votre appel, Daniel. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Des messages au 7 21 21. Brigitte me dit, moi je ne trouve pas le métro si inhumain qu'on le dit toujours. Il y a quand même des échanges de regards aimables et parfois des sourires. Parfois, oui. Angie me dit, moi pour être zen, il suffit que je vous écoute et ma respiration s'apaise. Bon week-end, me dit Angie. Et puis Rebecca m'écrit, Jeanne Calment attribuait sa longévité et son apparence relativement jeune à l'huile d'olive qu'elle utilisait pour se nourrir et dont elle s'enduisait la peau, ainsi qu'à un verre de Porto, oui, et un peu de chocolat toutes les semaines. Elle a fumé, ça je savais pas, jusqu'à l'âge de 117 ans. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 117 ans ? Non, ça me paraît énorme. C'est pas une faute de frappe, ça ? C'est que ça me paraît énorme, 117 ans. Et n'a arrêté que parce qu'elle ne voyait plus assez clair pour pouvoir allumer sa cigarette. Elle aurait pu encore vivre plus longtemps, nous dit Rebecca. Et puis Pierrot me dit, ah non, là je suis obligée de réagir. Le yoga, il y en a des centaines de différents. Moi, j'avais plus l'impression de faire de la gym qu'autre chose. Je sais qu'il y a certains cours plus de détente, mais j'ai pas dû trouver. Mais c'est vrai, vous avez raison, Pierrot. Il y a beaucoup de sortes de yoga et je connais pas suffisamment le yoga
pour en parler, mais il y a plusieurs écoles, enfin je sais pas comment on dit, plusieurs oui, c'est des disciples, il y a des disciplines, enfin il y a plusieurs écoles. Vous avez tout à fait raison, il y en a des centaines. Alors apparemment vous y connaissez beaucoup mieux que moi, mais donc vous n'avez pas trouvé certainement celui qui vous convenait. Et puis peut-être que pour vous le yoga ça ne vous correspond pas, parce qu'il y a des gens qui disent que le yoga ça les stresse aussi, parce que c'est pas ça leur correspond pas. Il faut trouver la chose qui vous détend. Si pour vous vous aviez l'impression de faire de la gym, ou si ça vous stresse, il faut arrêter tout simplement. Et puis dans un autre registre où on disait le contact avec la nature, avec les arbres, il y a Georges qui me dit oui mais alors Fifi, comment il faisait lui au Mexique, enlacer, c'est bien beau d'enlacer les arbres, mais au Mexique qu'est-ce qu'il faisait, comment il faisait avec les cactus? Il était parti avec une combinaison de ski et puis des grosses moufles, puis voilà, il a enlacé quelques cactus. Que voulez-vous, on s'équipe. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends mieux là. Vous avez une petite voix là, mais là je vous entends mieux. Oui, d'accord. Je vous ai expliqué ma vie parce que bon, j'avais pris un rendez-vous avec mon médecin traitant pour voir un psychologue parce que bon, pour essayer d'éclaircir certaines choses en moi qui, je me pose pas mal de questions. Au niveau scolaire, j'ai que des échecs. J'ai pas eu de diplôme, j'ai rien eu. Bon, la seule joie que j'ai eue, c'est dans le sport, dans le vélo. Oui. J'ai été première catégorie élite, j'ai gagné pas mal de courses et je pensais être professionnel. Bon, ça a raté. Ouais, ça a raté. J'ai pas eu de chance. Bon, après, au niveau professionnel, j'ai fait beaucoup de travail divers. Le seul diplôme que j'ai eu, j'ai un diplôme d'auxiliaire de vie. Eh ben c'est bien ça. Pourquoi vous dites le seul, c'est un diplôme, c'est un beau métier. Oui, c'est un diplôme. J'ai fait pas mal d'années ça. Actuellement, bon, je suis charcutier, mais... ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Et actuellement, je ne me suis jamais trouvé ma voie réelle. Oui. Réelle. Je veux dire, je n'ai jamais trouvé ma voie. J'ai beaucoup d'idées, mais à chaque fois, j'essaye de me positionner parce que j'ai des idées qui voyagent. J'ai mon cerveau qui va dans tous les sens, je veux dire, qui voyage. J'ai beaucoup d'idées, mais j'arrive pas à me stabiliser, je veux dire. Et quelles sont vos idées? C'est-à-dire, oui, vous n'arrivez pas à faire au fond, vous n'y donnez pas suite. Vous avez beaucoup de choses, mais vous ne donnez pas suite à ces idées. Oui, à chaque fois, bon, j'ai beaucoup de choses et j'arrive pas à concrétiser les choses. Là, ça ne vous plaît pas ce que vous faites? Là, votre travail de charcutier? Vous êtes à votre compte ou vous êtes... Non, je suis un ouvrier. Je suis un ouvrier parmi tant d'autres. Oui. Mais je veux dire, bon, au niveau intellectuel, je m'épanouis pas. C'est ça que je veux dire, je m'épanouis pas. Au niveau intellectuel, je crois que j'ai plus de potentiel. Je crois que j'ai plus de potentiel. Bon, actuellement, bon, je me suis inscrit par des cours par correspondance pour essayer de refaire une remise à niveau, pour voir qu'est-ce que je peux faire exactement. Bon, j'ai 50 ans. Vous avez 50 ans? Oui. J'ai 50 ans, j'essaye de voir parce que bon, il y a une chose qui me trotte dans l'idée, moi ça fait des années, parce que bon, chez moi je fais beaucoup de... pour m'amuser, chez moi je fais les cartes, je fais les 22 cartes majeures, je fais chez moi, mais rien que pour m'amuser, pour chez moi. C'est quoi ces cartes? C'est un peu de la... c'est pas de la voyance, c'est pas de la voyance, j'essaye de trouver chez moi, c'est que bon, il y en a qui regardent l'astrologie ou l'horoscope, qui lisent leur journal. Moi, je fais chez moi-même, pour moi-même. Oui, ça vous plaît, c'est un passe-temps. C'est un passe-temps. Vous aimez, ça vous intéresse. Oui, ça m'intéresse, c'est un passe-temps. Ça fait des années que je fais ça, c'est un passe-temps.
Bon, il y a des gens qui me disent que je suis doué, mais je suis franchir le pas, je suis un peu sceptique. C'est tout. Dans ce sens. Et quand vous me dites que vous êtes allé voir, Dominique, un médecin traitant pour qu'il vous dirige vers un psychologue, c'est parce que vous voulez qu'il vous aide en quoi finalement? Quelle est votre demande aujourd'hui par rapport justement dans votre désir de consulter un psychologue? Vous n'avez pas encore vu ce psychologue? Non, j'ai jamais vu Non, j'ai pas encore vu. Vous avez un rendez-vous prochainement? Je vais prendre bientôt un rendez-vous. Oui. Là, aujourd'hui, j'ai demandé à mon médecin des noms. D'accord. D'un psychologue. Oui. Et bon, moi, j'ai dit surtout pas un psychiatre parce que moi, je vais bien. J'ai pas à me cacher, je vais bien. Je vois pas, je fume pas, je suis bien dans mes baskets, je fais du vélo, je fais du sport, bon. Mais c'est ça que je veux dire, que au niveau travail, j'arrive pas à m'épanouir. Je suis divorcé depuis 15 ans. Oui. 15 ans. J'ai une fille qui est superbe, une bonne profession, tout. J'ai fait le maximum pour ma fille. Au niveau sentimental, c'est l'échec. Bon, ça fait moins de 10 ans que je n'ai pas fait l'amour, exactement. Excusez-moi. Ça fait combien? 10 ans? Oui. Oui. Je veux dire, les gens me trouvent sympa. Les filles au travail me trouvent sympa, rigolo. Oui. Mais ils me disent, oui, mais t'attires les filles. Oui. Bon, mais c'est entre... Je les comprends pas, exactement. Vous ne comprenez pas les femmes? Oui. Une fois, j'ai parti à Agadir au Maroc pour essayer de rencontrer des personnes. Je parle pas faire l'amour, tout ça, seulement rencontrer des gens et après, on verra. Je cherche pas le but de... Oui, mais quand bien même vous auriez pu faire une rencontre et faire l'amour avec une femme, après tout, oui, exact, ça aurait pu être une parenthèse agréable aussi. Mais manque de bol, j'ai tombé sur un gars qui est rupture sentimentale d'un gars. Il m'a pas lâché les bretelles et j'ai fait comprendre que je suis pas ça. Je suis pas attiré par les garçons. Ah, ça arrive parfois. On part en vacances et puis vous étiez seul et du coup, il y en a un, vous êtes tombé un peu sur un boulet qui vous a pas lâché. Et oui, il était seul de son côté, puis en plus vous lui plaisiez certainement. Et... Oui, c'était terrible. Et oui, et vous avez pas réussi, vous étiez trop gentil à dire bon. Si, je veux dire bon, je suis un peu trop gentil, exactement, un peu trop gentil. Oui, à dire mais j'ai fait comprendre que c'est bon. Bon, mais à chaque fois quand j'étais avec quelqu'un, il venait me barrer. Oui, vous cassez un peu la baraque. Exact. Bon, après il m'a un peu gâché les vacances. Bon, moi j'ai fait comprendre comme quoi je suis pas ça. Mais actuellement, je suis en train de faire le point de ma vie. Oui, c'est ce que j'entends. Mais c'est un bon réflexe que vous avez de vous poser. Et justement... je suis une personne un peu, je veux dire, par intuition, j'écoute souvent mes intuitions. Oui. Mes intuitions ne m'ont jamais trompé. Mon sixième sens, ou comme on parle. Mais j'ai toujours écouté mon sixième sens. Bon, le problème, c'est que il y a des femmes mariées qui voudraient bien aller avec moi, mais moi, je veux pas les femmes mariées. C'est ça le problème. Moi, ce que j'entends en même temps, c'est que au niveau des femmes, vous plaisez. Oui, je plais. Vous n'avez pas de difficulté à faire des rencontres, et en même temps, il y a quelque chose qui bloque, c'est-à-dire que vous me dites quand même depuis 10 ans, vous ne vous autorisez aucune relation. Donc, au fond, vous vous enfermez malgré tout dans une solitude. Je m'enferme dans ma bulle. Oui, dans une solitude relationnelle, affective, amoureuse, sexuelle. Pourquoi vous vous privez
de cette, au fond aussi de bien-être et de plaisir, j'ai envie de dire. Oui, exact. Mais j'essaye, j'ai appris la musique, je joue un peu de la guitare, j'apprends la guitare. Oui, j'entends qu'à côté dans votre vie, il y a heureusement des passe-temps, comme vous dites, et des choses qui viennent combler, où il y a des moments agréables et où vous faites plaisir. Mais dans vos relations amoureuses, il y a rien. Pourquoi ce vide et pourquoi il n'y a rien, pas parce que vous ne rencontrez pas parce que vous n'êtes pas attirant, parce que vous dressez un mur. Or, vous me dites quand même, Dominique, que vous me l'avez dit, ça fait 10 ans que vous n'avez pas de relation sexuelle. Bon, vous pourriez me dire après tout, je fais le choix de ne plus avoir. Bon, j'ai été mariée, j'ai divorcé. Aujourd'hui, c'est plus la priorité dans ma vie, et ça serait un choix qui serait tout à fait respectable. Mais j'ai pas ce sentiment-là en vous écoutant. J'ai pas eu de déception sentimentale. Bon, j'ai divorcé, consentement mutuel, accord, je suis bien avec mon ex-femme. On a eu toujours des bons contacts par rapport à ma fille. J'ai toujours été un père superbe, j'ai toujours été présent. Mais au niveau sentimental, je sais pas quoi faire. Il y a un grand manque de confiance en vous, et comme dit Osiris, il faudrait comprendre d'où il vient, et ça, c'est pour ça que vous avez très bien fait d'aller voir un psychologue pour travailler là-dessus, et qu'il vous aide à vous affirmer, à vous poser, à aller mieux. Vous voyez, je reçois un joli message là du subversif qui dit: la vie est un chemin qu'on poursuit parfois mieux en posant son vélo, en s'asseyant un temps au bord de la route pour la regarder défiler à rebours. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez... Peut-être que dans cette image du vélo que vous disiez, où on sent cette blessure qui reste assez à vif, où là où au fond vous étiez... il y avait cette fierté où vous étiez regardé, admiré, valorisé. C'était dans le vélo, vous aviez pu passer professionnel, et puis malheureusement, ça n'a pas marché. Non. Et puis là, le vélo, vous étiez dans la course. Et peut-être que là, vous allez vous arrêter et puis reprendre le fil de votre vie un peu à l'envers, mais pour voir mieux de nouveau. Parce que au niveau du vélo, parce qu'au niveau scolaire, j'ai toujours été dernier. C'est dommage, mais quand j'ai fait le vélo, j'ai arrivé à gagner, et je me suis dit, tiens, je suis pas si con que ça. Excusez-moi de dire les choses comme ça envers moi, et à chaque fois on m'a toujours abaissé par rapport à mon instruction, c'est tout. Oui, mais j'entends bien qu'il y a quelque chose de ça où vous avez l'impression d'avoir tout raté, d'avoir échoué partout, et que le seul domaine où vous avez été reconnu, où là vous avez eu le sentiment d'être quelqu'un, c'était le vélo. Exact. Donc c'est pour ça que c'était compliqué pour vous, et qu'il y a des choses à reprendre, et à reprendre confiance en vous, et à prendre confiance en vos capacités, et comprendre au fond, prendre conscience de votre valeur, mais votre valeur vraiment intrinsèque, parce que ce que vous appelez vos échecs sont une raison d'être, et il y a effectivement certainement, comme vous dites, on vous a toujours, c'est le regard aussi qu'on a porté sur vous, et ce regard qu'on a porté sur vous, très dévalorisant, vous l'avez tellement intériorisé que vous-même vous vous considérez comme quelqu'un qui inférieur. Voilà. Oui. Et bon, je sais danser, je danse pas mal, je danse bien. J'invite les femmes à danser, tout, mais je sais pas. Vous ne savez pas quoi ? Comment ? Vous ne savez pas quoi ?
Je veux dire, je suis pas enfermé, c'est ça que je veux dire. Je suis pas enfermé. Je danse, je fais pas mal de choses, mais j'arrive pas au niveau femme, ça va pas. Oui, mais parce que ce terrible manque de confiance en vous fait que à un moment vous avez fermé la porte. Vous l'entrebâillez de nouveau, parce que vous pourriez au fond dire aujourd'hui je n'ai plus confiance, je ne veux plus rien, les femmes m'ont déçu, de toute façon je ne vaux pas grand-chose. Le fait d'en avoir parlé à votre médecin traitant et de dire je veux aller voir quelqu'un. Et dire bon, aujourd'hui j'ai 50 ans et je veux un peu faire le point, c'est déjà dire voilà, il y a des choses à faire et vous êtes à un moment d'ailleurs clé, charnière de votre vie, 50 ans, dire donc il y a beaucoup de choses qui restent ouvertes et donc à travailler et parce que c'est quand même très dommage de voir toutes ces possibilités, toutes ces ouvertures qui vous sont faites, toutes ces propositions et de les décliner déjà sur le plan sentimental. Oui, d'accord. Donc quand déjà ça marche, le fait dans un domaine, c'est-à-dire d'être porté, parce que l'amour aussi, le fait d'être porté par l'amour de quelqu'un, d'être aimé, peut vous donner aussi une confiance en vous-même. Pas seulement, parce qu'il faut aussi que vous portiez un regard plus aimant sur vous-même. D'accord. Donc c'est ce que me dit d'ailleurs quelqu'un, ça rejoint, qui dit vous n'êtes pas fermé comme certains à la remise en question. Non, je suis pas renfermé. Non. Sinon, vous ne feriez pas cette démarche. Exact. Donc ça, c'est plutôt très constructif. Oui. Bon, déjà dans le fait de dire après tout, qu'est-ce que je pourrais faire comme formation, qu'est-ce que je pourrais entreprendre. Voyez, vous ne vous enfermez pas dans une complainte qui serait que voilà, ma voie, ma vie est toute tracée. Oui, exact. Non, moi j'essaie de trouver des solutions. J'ai toujours essayé de trouver des solutions moi-même, mais là, ça j'arrive pas. Et c'est pour ça que faut que je voie une autre personne qui en parlant. Qui m'ouvre les portes. Voilà, qui vous ouvre d'autres portes. Oui, d'autres portes. Voilà, qui vous ouvre d'autres portes, et d'autant que vous avez la motivation et le désir. C'est ça, il va mettre la clé dans d'autres serrures. Oui, je crois. C'est pour ça que je vous ai appelé, parce que j'ai dit tiens, pas mal de fois j'écoute votre émission, elle est bien superbe. Et j'ai dit tiens, faut que j'en parle. Il y a une chose que je vais parler, c'est par rapport à ma mère. Ma mère m'a trahi pas mal de fois. Et j'ai toujours pardonné. Surtout. J'ai toujours resté en contact, mais par rapport à ma mère, ma fille, elle veut plus voir ma mère. Et c'est des histoires là de la vie courante. Quel âge a votre fille ? 25 ans. Et j'ai toujours pardonné à ma mère. Je veux dire, ma sœur, elle est sous tutelle. J'ai tout sur le dos. Et ça fait un peu trop sombre. Mais votre fille, peut-être, si elle ne veut plus voir votre mère, c'est aussi parce que elle sait que votre mère vous a fait du mal et elle lui en veut parce que votre fille vous aime et donc. Ma fille, elle est un peu plus peut-être rancunière, peut-être. Mais je crois que au-delà de la rancune, c'est votre fille ne doit pas supporter qu'on puisse vous faire du mal. Oui, c'est ça. Donc finalement, le fait que votre mère, vous êtes dans un lien encore très très affectif très affectif comme souvent quand vous attendez encore et peut-être encore et trop, et c'est là-dessus certainement que vous aurez
à travailler, une reconnaissance de la part de votre mère. Votre fille est plus détachée parce qu'il s'agit de sa grand-mère, et le fait que sa grand-mère puisse émettre des remarques blessantes à votre égard, elle ne le supporte pas. Oui, exact. Exact. Parce que ça touche à votre image, vous êtes son père, donc s'en prendre à vous, c'est aussi s'en prendre à elle. Exact. Mais je veux dire, bon, la vie, elle est pas facile. Non, vous avez raison, Dominique. La vie est difficile pour tout le monde, parce qu'on la reçoit sans mode d'emploi. Je veux dire, bon, tout le monde porte sa croix, comme on dit. Plus ou moins, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent avec un sac à dos plus ou moins chargé. J'ai des amis avec un grand homme qui me disent, mais Dominique, arrête, tu t'as porté assez ta croix comme ça, parce que bon, je dormais dans ma voiture parce que j'avais trop de kilomètres à faire pour aller travailler. L'hiver, je dormais pour faire des économies, pour tout ça, j'ai fait. Mais ils me disent, mais arrête, tu portes trop ta croix là. Mais c'est justement, ils ont raison, vos amis, parce qu'ils vous aiment, et qu'à un moment, effectivement, ça doit pas être non plus un calvaire, où vous gravissez chaque étape en portant votre croix. Donc à un moment, c'est ce qui fait quand ça devient trop lourd à porter, il faut alléger ce sac à dos, et puis aller le déposer, ce fardeau, comme vous allez le faire en prenant ce rendez-vous, allez en parler, et vous allez voir que vous allez, comme j'ai un message de Brigitte qui dit, travailler sur la confiance en vous. Et vous allez voir que l'avenir est plus ouvert que vous le pensez, et vous allez avancer, et vous aurez certainement de bonnes surprises, parce que je reçois aussi un mail de Géraldine qui dit, et ça sera le mot de la fin, la vie est mouvement, la vie est désir, la vie est rencontre. Donc vous allez avancer parce que vous en avez le désir. Donc je vous souhaite le meilleur, Dominique. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute.